Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette période où on a tendance à enchaîner un peu les petits mots hivernaux. Voilà, aujourd'hui on vous prépare un live très positif. Donc, je me représente parce que chaque fois j'oublie. Donc je suis Caroline, une des cofondatrices de Millier avec Anna. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Pascaline Lombroso qui a une approche hyper intéressante sur la ménopause et qui va rejoindre ce live tout de suite. Et on vous réserve plein de surprises. Je vais laisser Pascaline. Ok, autre, avec plaisir. Voilà, ravie de vous retrouver pour ces petits lives de janvier où on concocte un programme assez sympa en janvier avec voilà, de beaux intervenants. Et là, j'ai le plaisir de recevoir Pascaline, donc, qui a écrit le livre Ménopause, Métamorphose. Voilà, pour toutes les chanceuses, il faut savoir que pour les personnes qui laissent un commentaire à la fin de ce live, on offrira un livre de Pascaline et également un duo Sérénité pour accompagner pendant la ménopause avec voilà, nos deux best-sellers Équilibre féminin et Essentiel Sérénité. J'en dis pas plus, restez là parce que ça va être très intéressant. Pascaline, je vais te laisser te présenter peut-être. Oui, bonjour Caroline. Alors, juste avant, je voudrais savoir si on me voit bien parce que figure-toi que je ne te vois pas sur mon écran de téléphone. Oui, alors moi Toi, tu me vois ouais, et tu je te vois m'entends. bien. Le son a l'air ok. Faites-nous signe s'il y a un problème, mais a priori tout avait l'air ok. Bon, C'est c'est très étrange. bon, bah, je suis désolée, ça va pas être très agréable. Moi, je te vois bien. Bon, c'est le plus important. Récapituler ton approche, ça va peut-être se débloquer, hein. C'est les joies du direct. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, que j'ai enfin réussi à attaquer, c'est ce côté, cette approche très très globale que tu as eue. Voilà, ça mêle à la fois une approche, enfin, surtout je trouve presque très philosophique hein, de la femme et de l'évolution de la femme avec des exercices très pratiques, de respiration, des exercices physiques. On est dans tout ce que j'aime, c'est-à-dire arrêter de confondre la ménopause et la vieillesse Hmm. et profiter de cette approche de la ménopause et finalement qui constitue une nouvelle phase de vie pour ne pas voilà, la confondre avec la fin de quelque chose, le vieillissement et en profiter pour revoir son hygiène de vie, la préparer au mieux comme tu dis et surtout bah, mieux vivre sa féminité et mieux comprendre sa féminité au fond des choses. Peut-être que tu peux nous réexpliquer, te présenter un petit peu et nous réexpliquer la genèse de ce Très livre. bien. Oui, tout d'abord, merci vraiment. Je suis ravie d'être là avec toi. Donc moi, je suis naturopathe, praticienne de shiatsu depuis maintenant presque 15 ans. Et au début, j'accompagnais spécifiquement les femmes, j'accompagnais des hommes aussi, jusqu'à un moment où en fait je m'ennuyais. Je me suis dit, les hommes, ça me plaît pas de les accompagner, je m'ennuie. Moi, ce que j'aime, c'est la nature cyclique de la femme, savoir comment elle s'intègre dans sa nature cyclique. Donc la nature cyclique, c'est les hauts et les bas avec le cycle menstruel. Et lorsque j'ai terminé mes études de naturopathie, moi, il y a une phrase qui m'a vraiment marquée. Je l'écris dans le livre et puis je le dis assez souvent lorsque je fais des lives ou même des publications, c'est que une de mes enseignantes a dit, Mesdames, la ménopause ne vous tombe pas dessus comme ça, elle se prépare 10 ans avant. Et moi, j'avais 40 ans à l'époque et ça a vraiment résonné pour moi. D'abord parce que, en vrai, je n'en pouvais plus de mon cycle menstruel. J'étais à une époque de ma vie où je le subissais plutôt que je coopérais avec. Et donc, ça m'a demandé de me mettre en mouvement vers moi-même, en réalité, vers ma nature cyclique pour apprendre à mieux comprendre comment je fonctionnais au travers de ces différentes phases cycliques. Et c'est comme ça que naturellement, j'en suis venue à la ménopause. Parce que la ménopause, c'est la fin de cette période qui est entre, on va dire, 35 et 40 ans de notre vie, qui se surajoute à qui nous sommes à l'adolescence, avec les premières menstruations, et qui a une fin, et nous savons que ça a une fin, qui est la ménopause, qui correspond au dernier jour des menstruations. Et donc, pendant ces Euh, 10 ans, ouais, enfin 10 ans, ouais, voilà. C'est peu la période avant, parce que tu dis on sait que ça a une fin, on mais la réalité, sait que ça c'est a une que fin. la période, parce que souvent, il y a ces deux périodes. Il y a l'entrée en Mhm. puberté où il y a des cycles au début où c'est un petit peu long, donc ça on le sait, c'est acquis que pendant 3 4 ans c'est compliqué. Mais la période de préménopause, ménopause c'est 12 mois sans règles, il y a peu de femmes qui savent que ça peut être très compliqué, même d'un point de vue
cycle irrégulier, enfin, voilà, beaucoup de choses qui peuvent être bouleversées dans l'équilibre de la femme et que ça commence souvent 10, 7 à 15 ans avant. Je vois des Ouais, petits commentaires, j'ai eu mes règles à 10 ans. Oh, j'ai pas vu tout le commentaire, on verra après, on essaiera de rebondir. Mais en tout cas, sachez qu'il n'y a aucun rapport aussi entre l'âge de la ménopause et l'âge des non, premières. Très non. très difficile, beaucoup de croyances là-dessus. Et la seule chose qu'on peut faire pour évaluer l'âge de la ménopause à peu près, c'est un état des stocks folliculaires et encore. Oui, et puis peut-être par loyauté familiale, l'âge auquel notre mère a été ménopausée. Ça peut aussi donner une indication. Mais effectivement, il n'y a rien à voir entre l'âge auquel j'ai eu mes menstruations et l'âge auquel j'aurai ma ménopause. Mais en revanche, comme tu le dis, effectivement, on dit que la ménopause est passée à partir du moment où nous sommes pendant près d'un an sans menstruation. Mais bien avant, il y a des choses qui se passent et sur lesquelles nous pouvons avoir une action. Parce que en réalité, il y a des piliers dans notre vie qui viennent soutenir l'équilibre hormonal. Et moi, c'est ça que j'aime accompagner. C'est comment je fais au mieux dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, pour me soutenir moi-même. Et c'est comme reprendre la puissance sur son corps et comprendre que c'est pas à l'extérieur de nous que des réponses peuvent venir, même si des réponses peuvent venir de l'extérieur. Mais en tout cas, il y a vraiment tout ce cheminement à faire pour aller explorer, tiens, qu'est-ce que je peux faire par moi-même en peut-être me connaissant un peu mieux et puis en soutenant ces fameux piliers de l'équilibre hormonal. Donc pour moi, il y en a trois qui sont hyper importants. C'est le système nerveux, l'alimentation et le mouvement. Et si ces trois-là sont équilibrés, déjà, ça nous donne une bonne vision de, OK, qu'est-ce qui se passe réellement au niveau hormonal? Tout à fait. Non, non, on en revient toujours sur ces trois piliers. Je le dis tout le Hmm. temps, il y a pas de miracle, on apprend à se connaître, on apprend à connaître les micronutriments qui nous conviennent. Mais sans ce pilier, comme tu dis, reconnexion à soi via un exercice physique, tout dépend après des sensibilités des gens. Oui. La nutrition Et en général, hein, et puis, comme tu dis, la gestion du stress, hein, finalement, qui est hyper importante, à la respiration ou autre, il ne se passera pas grand-chose. Et je pense que c'est vraiment un exercice de reconquête de soi qui est hyper ouais. intéressant. Qu'est-ce qui t'a... J'aime. Est-ce que toi, tu avais touché au shiatsu, tu as touché donc à la naturopathie, donc tu étais déjà très armée. Qui t'a le plus marqué, qui changeait le plus vite dans la vie de ces femmes que tu accompagnais quand tu changeais un des curseurs? Quels sont les premiers conseils qui reviennent en général les plus- Le premier conseil, c'est l'alimentation. Parce que là, on a une action directe au quotidien et euh, c'est un peu obligatoire parce que l'alimentation, ça revient 3 fois par jour. Donc, on s'y attelle assez facilement parce que finalement, le mouvement, moi, je parle plus de mouvement que d'exercice physique parce que comme tu le disais, selon les sensibilités, il y a des personnes qui n'aiment pas faire de l'exercice physique. Pour moi, le mouvement, c'est comment je réintègre des moments où je bouge mon corps dans mon quotidien et qui sont relativement simples sans forcément y passer 1 heure. Mais l'alimentation, et donc évidemment, ça, on n'est pas obligé de le faire, c'est-à-dire que ça demande un peu d'y aller, alors que l'alimentation, nous sommes toutes en charge de nous nourrir tous les jours. Et ça a vraiment une influence directe sur comment je vais mieux me sentir. Tout simplement parce que déjà au niveau du système digestif, ça va aller mieux. Et si ça va mieux au niveau du système digestif, il y a énormément de choses qui vont être mieux assimilées. Parce que finalement, on a beau mettre des bons aliments dans notre assiette, si l'assimilation ne se fait pas bien, on peut ne pas voir de différence. Donc c'est tout un ensemble de choses qui sont à prendre en compte pour que, au-delà de l'alimentation, il y ait l'assimilation qui se fasse. Système hormonal et système microbiote, enfin toute la partie flore en général de la peau et flore des selles sont très liées. Il y a même ce qu'on appelle l'œstrobiome, hein, c'est-à-dire que la métabolisation même des oestrogènes va Oui. dépendre aussi fortement de l'état de notre microbiote. Donc de toute Mais, façon, si les circuits ne fonctionnent pas, nous on parle beaucoup des intestins et du foie notamment, qui sont des grands organes de mm. stimulation du corps. Si cela ne fonctionne pas bien, c'est la base. Il faut vraiment voilà, nettoyer, retenir, parce que sinon l'assimilation et ou les toxines et donc l'inflammation de l'organisme ne pourront pas être régulées. Ouais. Et ça, c'est déjà, j'ai envie de dire, un énorme pan à prendre
en considération. Et pour moi, le deuxième qui est hyper important, tu parlais de gestion du stress. Moi, je préfère parler de régulation du système nerveux parce que finalement, nous sommes dans une société où on est assez habitué à avoir beaucoup de stress et à pouvoir y faire face. Et c'est pas parce qu'on a l'impression d'y faire face ou qu'on se dit que nous y faisons face que le système nerveux va être régulé. Donc, la régulation du système nerveux, c'est quels sont tous ces moments que je mets en place, que je mets en face aussi de stress importants que je peux vivre et dont je me rends pas forcément compte. Et donc, ça passe par la respiration, tu l'as dit, mais ça passe aussi par le mouvement. En tout cas, la régulation du système nerveux, elle passe vraiment par le corps. Ça va pas être dans la tête, parce que si je suis dérégulée au niveau de mon système nerveux, je vais pas avoir envie de faire de méditation ou de faire du journaling, ou bien ce que je vais écrire, ce sera pas forcément très productif. On peut toujours essayer, mais passer par le mouvement, et c'est là où je relie finalement le système nerveux et le mouvement dans le quotidien, c'est que en faisant des mouvements comme de l'étirement, comme ce fameux shaking dont on peut, donc c'est le fait de se secouer, tout simplement vous mettez une musique que vous aimez, vous dansez dessus, ça va participer à réguler le système nerveux. Et je trouve que là on a un moyen assez ludique finalement de pouvoir se faire du bien sans que ce soit trop contraignant. Et puis les automassages, ça c'est vrai qu'il y a beaucoup Les de fausses automassages. que tu fais bien dans ton livre. Ce que j'aime bien, c'est cette approche voilà, vraiment très douce et bienveillante. Tu dis porter un autre regard sur la féminité. On a eu beaucoup d'injonctions, notamment quand on a nos cycles et qu'on est en âge de procréer, on fait des enfants, on fait pas d'enfants, etc. Effectivement, je pense que c'est aussi le temps de préparer un peu une réconciliation parfois pour certaines femmes avec notre corps, se libérer un peu de certaines injonctions. Et effectivement, il y a beaucoup de petites choses. On le voit, il y a des femmes qui se jettent à fond dans le sport aussi à partir de 40 ans, voyant qu'elles commencent à changer un peu de silhouette ou prendre du ventre. Attention, parce que l'excès de sport, nous on travaille là-dessus aussi, ça peut vraiment augmenter le stress oxydatif et créer une inflammation supplémentaire. Et même des petites techniques comme l'automassage, connaître ses points, se masser le visage, se masser les pieds, comme tu dis, rentrer en... En fait, c'est vraiment cette histoire de connexion. Pour moi, le mouvement, il est vraiment relié à se reconnecter à son corps. Ouais. Et comme tu dis, il y a vraiment d'études dessus qui montrent que de se reconnecter à son corps, c'est vraiment quelque chose qui apaise énormément le système parasympathique Carrément. et qui équilibre. Ouais. Et d'ailleurs, les automassages, pour moi, c'est vraiment fondamental parce que, effectivement, on peut être en prise avec beaucoup d'incohérences face à notre corps qui change, qui évolue, qui ne donne pas ce qu'on aimerait qu'il donne. Et vraiment, l'automassage, ça vient nous redonner une sorte de bienveillance, en fait, envers soi-même, une sorte d'amitié. C'est comment entrer en amitié avec soi. Et pour moi, il y a vraiment un automassage qui est hyper important. Je pense que je peux en parler là, on est entre femmes. C'est l'automassage de la poitrine. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'abord d'extraordinaire parce que pour celles qui portent encore des soutiens-gorge et de plus des soutiens-gorge à baleine, tout est très comprimé, y compris les chaînes de ganglions lymphatiques qui permettent l'évacuation des déchets. Donc là, tout se trouve très comprimé par les baleines. Il faut savoir que les baleines sont aussi des zones où les ondes électromagnétiques viennent se mettre et ça augmente la température de la poitrine. Les seins, c'est comme les testicules, c'est à l'extérieur, c'est pour prendre le frais. Et donc, le soir, de pouvoir se masser la poitrine, déjà, ça va relancer au niveau énergétique, ça fait énormément de bien. Et puis, ça permet de rendre les tissus plus doux, plus fluides. Il y aura moins d'enquistement. Et ça, c'est un automassage à faire le soir qui est magnifique. Et puis tu parlais périnée-sain, c'est vrai que, enfin, moi je relie au point de vue hormonal à chaque fois côté Carrément. mécanique. Il y a beaucoup de femmes autour de la ménopause ou même à d'autres moments qui ont cette espèce de douleur de congestion. Parce que finalement, les oestrogènes, Carrément, bien sûr. on dit trop peu, mais la ménopause, quand ça commence, la progestérone va chuter avant Ouais. les oestrogènes. Et Ouais. souvent, ça va pouvoir exacerber des symptômes comme les seins un peu congestionnés, lourds et tendus, les jambes aussi, qui ont tendance à gonfler, le ventre. Et finalement, il y a beaucoup de choses qui relèvent du drainage, comme tu dis, drainage lymphatique, de désengorger, de décongestionner ces zones. Ouais. Et c'est un petit peu la même chose qui se passe aussi au niveau intime, c'est-à-dire l'importance aussi d'avoir un périnée souple, d'entretenir aussi l'élasticité à ce niveau-là. Des tissus qui sont massés, qui sont désengorgés, vont aussi entretenir leur lubrification, leur vascularisation. C'est extrêmement important de se reconnecter dans ces cas-là. Et alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce que
On peut commencer par le massage des seins et à force de se masser les seins et de rentrer en contact finalement avec cette intimité, on va ressentir très nettement un lien entre les seins et l'utérus. C'est-à-dire, il y a une légère contraction parce que dès lors qu'on prend un peu soin de son corps, c'est-à-dire qu'on se reconnecte à son corps, on va se mettre à ressentir plus de choses. Pour moi, c'est ça qui est important parce que finalement, en arrivant à la ménopause, si nous sommes habitués à ressentir plus de choses dans notre corps, eh bien, nous allons comprendre aussi ce qui se passe un peu mieux. Donc, lorsqu'on se masse les seins, ça remet aussi en route au niveau du bassin, des ovaires, de l'utérus, une certaine circulation. Et puis, tu parlais du périnée. Donc ça, on le sait maintenant, hein, c'est vraiment un ensemble de muscles qui sont hyper importants puisqu'ils soutiennent toute notre base, hein, ils constituent notre base. Et moi, j'invite aussi d'aller se masser le périnée. Et pourquoi pas, si on a envie d'aller plus loin, d'aller se masser le vagin, le clitoris, enfin, toutes les parties du corps que peut-être nous avons délaissées ou nous n'avons pas été habitués à entrer en contact pour plein de raisons. C'est aussi un moment à la ménopause de découvrir cette, si ça n'a pas été encore fait, bien sûr, mais il y a des femmes pour qui ça n'est pas le cas, cette intimité avec soi-même. Parce qu'il y a la sexualité partagée, mais il y a aussi cette sexualité avec soi et qui va permettre de pouvoir bénéficier de l'énergie sexuelle et de nous en servir comme une médecine. C'est-à-dire de demander à cette énergie sexuelle qui va être là, de pouvoir circuler dans le corps et d'aller là où il y a besoin. Et les liens mécaniques, ils sont prouvés, hein. Tu parlais des liens entre, par exemple, Mmh. la poitrine et bah, il y a un lien direct avec l'utérus. On sait que, par exemple, quand on allait, hein, ça Complet. stimule les connexions de l'utérus. Exactement. Ces Ouais. liens-là sont très, très établis. Et je rappelle à chaque fois que, bah, en fait, l'utérus, c'est un petit peu le centre de notre corps. Oui. Et effectivement, voilà, sans être du tout dans l'ésotérisme, en Mmh. fait, il y a choses un peu absurdes. Moi, je vois beaucoup de femmes, par exemple, qui ont subi des hystérectomies ou qui ont des fibromes, où ça va complètement déstabiliser la zone intime. Donc, même si on va dire à un certain stade, bon, bah voilà, ça ne relève pas de la chirurgie ou de la pathologie, ça va venir déséquilibrer complètement la zone. Donc, c'est extrêmement important dans ces cas-là d'aller voir aussi bah, déjà des choses d'ostéopathie. Tu parlais de Oui. chiatrie. Je sais qu'il y a des mutuelles hein, qui réfléchissent aujourd'hui pour les femmes, et notamment autour de cette périménopause, à justement améliorer ce confort-là à ce moment-là, parce que c'est vraiment un moment où il faut se reconnecter à son centre de gravité, à soi, et chacun avec sa sensibilité. Il n'y a aucune injonction, Mmh. mais le corps, c'est amusant parce que c'est la même chose. On parlait tout à l'heure de lubrification, d'hydratation. Bah, par exemple, de ne pas avoir de vie sexuelle, c'est pas très grave, tant qu'on garde un peu cette partie excitation, rapport à soi-même, qu'on peut se masser, il n'y a pas d'injonction à ça. Non. Mais si on perd le Ouais. contact avec son corps, si on perd le contact avec son désir, si on ne se touche plus, forcément, les zones du corps aussi, c'est très connu, les cellules de la peau ou les cellules de la muqueuse intime vont finalement perdre en sensibilité, en densité nerveuse, et donc on va perdre en lubrification naturelle. Donc le message, c'est vraiment garder le contact avec votre corps. Oui, parce que en plus, énergétiquement, une zone que l'on délaisse, ça devient une zone morte quelque part. Mais même, Et, et, bon, et ça te crée des ruptures dans le mm, corps, des ruptures énergétiques. Et effectivement, ça n'a rien d'ésotérique de parler de l'utérus, puisque nous en avons un, que effectivement, c'est un de nos centres énergétiques les plus importants pour la femme. Il est pratiquement situé au niveau de notre centre de gravité. Et même pour les femmes qui n'ont plus d'utérus, parce que ça arrive, énergétiquement, il y a encore une présence. Donc, on peut très bien sentir des choses qui se passent dans le corps, même sans avoir l'organe. Bon, ça, moi, c'est l'énergétique chinoise qui me l'a appris au travers de l'apprentissage du shiatsu. Et d'ailleurs, tu me parlais de faire la genèse, je reviens un peu en arrière. Ce qui m'a mis aussi sur ce chemin de la ménopause plus positive et plus joyeuse, c'est parce que en énergétique chinoise, on parle de la ménopause comme le deuxième printemps de la femme, c'est-à-dire ce temps où la femme finalement devient complète, devient entière, et où elle va pouvoir développer tous ses potentiels, toute sa créativité. Et moi, c'est ça qu'en fait je cherchais. Je me suis dit comment je veux pouvoir passer ce moment-là le mieux possible. Je savais pas du tout comment ça allait se passer, hein. Je faisais des choses, mais en réalité, tant que nous ne l'avons pas traversé, on peut pas prédire ce qui va se passer. Mais moi, ce qui m'intéressait plus, c'était derrière, qu'est-ce qui va se passer réellement, quoi. C'est quoi ce deuxième printemps? Moi, c'était mm, ça que j'avais mm, envie de voir. Et ce deuxième printemps, cette notion du deuxième printemps m'a aussi énormément aidé à un peu tordre le cou à toutes ces injonctions sociétales qui sont que ben, la femme ne serait plus ou pas désirée après la ménopause, que elle devient invisible, que d'un seul coup elle devient vieille. Et
comme si la ménopause c'était le début du vieillissement, mais on commence à vieillir dès notre naissance. Donc non, la ménopause c'est pas le début du vieillissement, c'est le début d'un nouveau cycle, ça c'est sûr. Et moi je dis, on a redonné un renouveau, un nouveau souffle à cette existence. Et ce que j'aime dire, c'est que nous sommes plus fécondes pour l'humanité à la ménopause, mais nous devenons fécondes à nous-mêmes. Et c'est ça que nous avons à explorer. C'est-à-dire que, au-delà de tout ce qui est dit de nous, nous avons vraiment apporté un regard neutre et ne pas s'identifier à tout ce qui est dit. Et tu sais, tu peux pas savoir tout ce que j'entends que les femmes me partagent, qui leur sont dit par leurs médecins ou même par des sages-femmes, et qui sont Et j'ai lu extrêmement humiliantes. Et que dans ton livre, quand il y a une gynécologue, une sage-femme qui dit que son vagin, c'est le musée Grévin. c'est horrible. Et Et la semaine dernière, j'étais à un déjeuner d'entrepreneurs et une femme avait mon livre entre les mains et elle me disait qu'elle était allée voir son médecin et elle lui dit qu'elle est probablement proche de la ménopause. Et il lui a dit, ah, ma petite dame, c'est un peu vulgaire, hein, mais je vais quand même le dire, ah, ma petite dame, votre mari ne va plus vouloir, je sais plus si c'est vouloir ou pouvoir vous baiser, il va falloir vous mettre des patchs partout. Ah, je suis toujours non mais je suis sidérée parce que je me dis à quel point c'est choquant et c'est violent. Et elle est restée figée dans ce qui a été dit. Elle se dit mais ça y est, c'est la fin pour moi. En fait, mon mari va plus vouloir de moi. c'est Qu'est-ce que une je violence fais? incroyable. Et puis, Donc c'est d'une violence incroyable. nous, Et en questionnant beaucoup de gynécologues, on a eu aussi des approches assez douces et on a eu quand même, je ne citerai pas son nom par respect, mais un gynécologue qui me dit non, mais c'est très simple, il suffit de mettre toutes les femmes sous traitement hormonal. Et puis cette idée de traitement hormonal systématique, c'était vraiment déjà, il faut une béquille parce que vous êtes déficiente, il vous manque quelque chose. Et pour diminuer ce risque de cancer, eh ben, on fait une ablation de l'utérus et systématique et même peut-être des glandes mammaires pour celles qui sont à risque. Donc je dis en fait, on ampute deux parties essentielles connectées de la féminité, puis on met tout le monde sous traitement hormonal. Je ne suis pas du tout anti-traitement moi non hormonal hein, plus. dans certains cas, mais Mm. c'est cette pensée que systématiquement une béquille et en plus on va vous amputer deux parties de la féminité, de ne raisonner que mécanique et de pas du tout penser, comme tu dis, à l'énergie globale du corps, ce que j'aime beaucoup dans ton livre, c'est un manque de bon sens terrible. Euh, Et puis quelle violence encore une fois pour la femme et pour le féminin. Et c'est là d'ailleurs où d'un seul coup on se dit mais on nous ampute de ce qu'il y a de plus féminin en nous, c'est-à-dire notre poitrine, l'utérus qui a porté ou pas des enfants, peu importe, mais qui est l'endroit en tout cas où on peut se relier pour avoir cherché cette créativité, parce que c'est aussi de cet endroit-là que part toute une partie de notre puissance. Mais là, ce que tu dis, je me dis, il y a vraiment du travail parce que, ok, on peut dire que le monde médical est ainsi fait qu'ils n'ont pas forcément la formation. Je suis très à l'aise d'en parler puisque mon mari est médecin, que je suis entourée de beaucoup de médecins dans ma famille. Mais aujourd'hui, on est en 2024. Je veux dire, il y a quand même des livres qui existent pour se dire, tiens, peut-être qu'une approche est différente. Et encore une fois, moi, le traitement hormonal, je suis ni pour ni contre. Ce qu'il faut, c'est que la personne, la femme, puisse le choisir en toute connaissance de cause et avec tout un spectre qui ouvre l'esprit et non pas qui l'enferme, parce que il y a beaucoup de gynécologues qui disent aussi, voilà, si vous le prenez pas, vous aurez ça, 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 ça. Et donc, ça vaut d'être vraiment bien ancré pour ne pas le prendre pour soi et se dire, mon Dieu, mais si je le prends pas, c'est la fin pour moi. Et encore une fois, ça se saurait si toutes les femmes qui prennent le traitement hormonal allaient bien. Et de la même manière, ça se saurait si toutes les femmes qui le prennent pas allaient non, bien aussi. Donc, c'est vraiment à il y a des ajuster risques et il y a des réajustements de santé liés à la complètement. ménopause. Il y a Mm. les risques osseux, mais ça, c'est des choses à regarder dès 40 ans. C'est pas complètement idiot de faire un bilan osseux, d'aller regarder un petit peu nos carences, nos vitamines. Je disais toujours cette fameuse prise de sang qu'on peut faire chaque année pour voir de quel élément on a tendance à avoir besoin. Ça sert à rien de prendre plein de vitamine C et plein de fer si on n'a pas besoin. Ça peut être même contre-productif du fer. Je suis totalement d'accord avec toi. Si on n'en a pas besoin, et encore une fois, je parle de l'assimilation, je reviens souvent au système digestif parce que on peut prendre toute la vitamine C du monde. Mm. Si notre microbiote n'est pas en forme, ou bien que nous avons des parasites ou des champignons, je ne sais quoi, ils vont se servir en premier. Bah oui. Donc, c'est dépenser de l'argent. Et donc, la prise de sang est importante. Moi, il y a un autre test que je recommande, qui est pas très onéreux, qui est un test de cheveux, et qui nous montre notre statut micronutritionnel au niveau de la cellule. Et là, il est très intéressant parce que c'est en amont de ce qu'il va y avoir dans la prise de sang, au niveau Oui, cellulaire, de voir ce qui se tout à passe fait. pour les 4 grands minéraux, qui sont le calcium, le magnésium, le sodium et le potassium. Ça s'appelle le Ah oui. HTMA.
qui se fait auprès d'un laboratoire anglais qui coûte à peu près dans les 70 pounds, donc doit être dans les 60 euros, je sais pas enfin, quelle est la conversion, et qui nous renseigne aussi sur notre vitalité, le statut, encore une fois, cellulaire au niveau thyroïdien, au niveau surrénalien, au niveau de la glycémie. Donc, je trouve que ce test-là, qui est quand même finalement assez abordable en termes de prix, parce qu'il y a plein d'autres tests qui sont beaucoup plus onéreux, il nous renseigne sur énormément de choses. Et tu parlais notamment de l'ostéoporose, de voir comment le calcium entre dans la cellule. Parce que on peut prendre des produits laitiers, mais si la cellule ne fait pas rentrer ou qu'il n'y a pas les cofacteurs pour faire rentrer le calcium dans la cellule, il ne se passera rien. Donc c'est intéressant d'avoir, tu vois, ok, la prise de sang, mais d'aller aussi plus loin dans ce qui peut être testé pour bien avant d'arriver à la ménopause, se dire qu'est-ce que je mets en place Et pour puis, moi. moi, je recommande toujours, je ne sais pas si tu es d'accord, mais de soulager le foie, parce que je trouve que Ah c'est bon, un organe. bah, oui, c'est Et de toute façon, bah, non, mais c'est oui, silencieux, c'est le foie clair, je suis d'accord avec toi. est à tester. Et finalement, je trouve que de se dire, bon, bah, on se fait un peu plus, on prend l'habitude de surconsommer un peu des aliments détoxifiants à partir d'un certain âge, voilà, de limiter l'alcool, de mettre même des tisanes de romarin, pissenlit, mais la détox, il y a peu de risque d'être trop détoxifié. Ouais. Pas de cure forte hein, de produits détoxifiants, il faut pas. Oui, Euh, c'est ça. Parce que ça dépend de la vitalité de la personne. Il y a certaines personnes, tu vois. Donc, quand tu parles de détox, moi, j'aime bien parler plutôt de shots de plantes amères pour le foie. C'est vraiment il adore ça, le foie. Et puisque tu parles du foie, il y a aussi, c'est pas valable pour tout le monde, mais moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes dans ce cas-là qui ont une hypochloridrie. C'est-à-dire que souvent, on entend parler d'ulcères, de trop d'acidité dans l'estomac, mais il y a aussi le phénomène inverse, qui est l'hypochloridrie, qui peut être en lien ou pas avec l'Helicobacter pylori, qui est cette bactérie qui pourrait empêcher qu'il y ait trop d'acidité gastrique. Et souvent, un des premiers éléments qui empêche l'assimilation, c'est l'hypochloridrie, c'est le manque d'acidité gastrique au niveau de l'estomac. et comment tu le vois justement, parce que en fait, quand on est trop acide, ça se voit, il y a des remontées acides, il y a des choses comme ça. Au niveau de l'hypochloridrie, comment ça se détecte? Il y a un test très simple à faire avec le bicarbonate de soude, Mhm. 3 jours de suite, de mettre une cuillère à café dans un tout petit peu Ouais. d'eau, de boire ça le matin à jeun et de voir au bout de combien de temps le premier RAW Ah, arrive. oh, oui, c'est Si ça. c'est en moins de 2 minutes, c'est OK. Entre 2 et 5 minutes, on va commencer à s'y intéresser. Si c'est au-delà de 5 Ouais, minutes, ça, là, il y a un j'adore. problème. Et puis, moi, j'étais dans ce cas-là. Et moi, le premier euro était arrivé, mais je sais pas à quelle heure de l'après-midi. Bon, ok. Et quand j'ai fait le test HTMA, le HTMA permet aussi de déterminer ça. Donc, c'est venu confirmer ce que j'avais testé. Et ça, tout le monde peut le faire. C'est un test qui est très simple à Oui, faire sur 3 jours. c'est vrai que je l'avais dit sur l'acidité. En plus, c'est très intéressant pour corriger l'acidité quand on a trop, mais c'est aussi un détecteur dans l'autre sens. Exactement, exactement. Et ça, pour moi, c'est fondamental à faire parce que, encore une fois, je vois aussi des femmes qui font tout bien et Mhm. pour lesquelles ça va pas mieux. Mais il y a une exploration plus profonde et au moment de la préménopause, Mhm. où il y a beaucoup plus d'œstrogènes, mais j'ai envie de dire par déficience de progestérone, enfin en tout cas euh, à la préménopause et à la ménopause, on n'est pas sur les mêmes problématiques puisque à la préménopause, c'est ce chamboulement hormonal avec les ovaires qui répondent plus ou moins bien aux commandes du cerveau, on va dire, alors qu'à la ménopause, c'est l'arrêt Mhm. de tout ça, quoi. Mais à Euh, fois, ça dure jusqu'à 5 ans après la ménopause. Il peut encore y avoir des symptômes périménopause, c'est aussi peu connu, mais nous, ça arrive beaucoup. On a beaucoup de témoignages. Oui, pour moi, de ce que j'ai observé, c'est que entre 3 et 5 ans, on peut encore avoir des Oui. inconforts en lien avec la ménopause. Mm. J'avais juste les petites questions pour pas oublier, pour une fois que je l'ai vu sur l'élixir détox, la ménopause. Donc, nous, on a fait un concentré de Mm. plantes avec du indolylméthane de brocoli, donc C'est qui est le seul qui a parfait, une bonne métabolisation des oestrogènes. Donc, qui est très important. complètement. C'est quelque chose de peu connu. Donc, pourquoi c'est intéressant à la ménopause? Parce qu'en fait, il y a une question. Alors, on ne détoxifie pas les hormones, hein, ça Mm. n'existe pas. Il y a beaucoup d'abus là-dessus. Par contre, on peut aider à la bonne métabolisation des Exactement. hormones. Notre Mm. point, il faut savoir que souvent on disait que les progestérones tombaient avant les oestrogènes. Or, on regarde toujours les hormones l'une par rapport à l'autre. Donc, en ménopause, c'est très peu connu parce qu'on a tendance à diaboliser en disant Madame, Mesdames, vous allez avoir beaucoup de maux parce que vous allez manquer d'oestrogènes. En fait, c'est pas tout à fait ça. Au début, on a trop d'oestrogènes. On a énormément de femmes en périménopause qui sont en situation de dominance oestrogénique.
Donc la dominance œstrogénique, les symptômes les plus courants, c'est justement cette congestion. J'ai les Mm. seins tendus que d'habitude, le ventre qui a tendance à gonfler, plus ballonné. C'est l'hormone qui gonfle et de l'accélération, l'irritabilité. Et à ce moment-là, il y a souvent trop d'œstrogènes circulant, particulièrement si on a une digestion un peu voilà, constipée ou si on a des problèmes de ce niveau-là. Exactement. Les oestrogènes qui sont dégradés par le foie ne vont pas réussir à être bien recyclés par le Mm. système digestif et Mm. donc vont circuler dans l'organisme. Donc ce n'est pas de la détoxification des oestrogènes, Mm. c'est assurer la bonne métabolisation naturelle par l'organisme des oestrogènes. Donc oui, c'est intéressant, surtout si vous avez des symptômes de dominance œstrogénique. Après, nous, c'est une détox très forte, très concentrée, donc à faire sur une courte période. Moi, j'aime bien faire des produits sur des durées où les gens se rendent compte tout de suite de l'effet. Ah tiens, j'ai une amélioration digestive, je me sens mieux, j'ai un regain d'énergie en 15 jours. Et en fait, il ne faut pas l'utiliser du tout en continu parce que c'est quand même, voilà, pour l'organisme, comme on dit, ça s'encadre, hein, une détox. Et pour moi, ça se fait de manière Complètement. Ouais. brève. Mais Ouais. en revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir les effets. Tiens, est-ce que j'ai des boutons qui sont ressortis? Est-ce que j'ai une meilleure digestion? Est-ce que j'ai Mm. récupéré de l'énergie? Est-ce que mon teint est plus clair? Ça, c'est des symptômes très clairs qui vont vous dire, ah, bah, le foie, les oestrogènes, il va falloir travailler ça dans la durée. Et je trouve que c'est très intéressant. Et je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, tu as tout à fait raison de le préciser parce que quand je vois dans les magazines l'arrivée du printemps ou après les fêtes, détox, 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 pour moi, ça fait pas de sens. D'abord, arrêtons de mettre des toxiques. Et puis, tu parlais de la bonne métabolisation des oestrogènes. C'est tout à fait ça. Et il y a aussi, quand il y a trop d'oestrogènes, c'est leur bonne évacuation. Et par exemple, la constipation remet des oestrogènes en circulation. Tout à fait. Le fait de ne pas évacuer, Parce que les gens, bon, mais attendez, si je prends le dosage, est-ce que ça veut dire que j'ai trop d'œstrogènes, puis je prends le détox et j'en ai plus? Je fais, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On vous dit juste qu'il y a plusieurs types d'œstrogènes. Il y a des oestrogènes de haut grade qui sont dégradés en oestrogènes de bas grade par le foie et qui sont faits pour être éliminés. Et s'ils sont mal éliminés par les selles, en fait, il y a des oestrogènes de bas grade qui vont circuler dans l'organisme alors qu'ils n'ont rien à y faire. Et ça va plutôt perturber la symphonie hormonale qu'autre chose. Ça ne se reflètera pas forcément dans le taux d'œstrogène directement et ça non, dépend du type d'œstrogène. On simplifie les discours parce que tout ça est extrêmement compliqué. Mais oui, ce qu'il faut comprendre, c'est juste en fait aider le corps à donner un coup de pouce. La vie, l'état c'est général, ça. ce n'est pas un taux d'hormones. Les Non. endocrinos, c'est donc les docteurs des hormones, c'est vraiment une science de l'observation des symptômes avant tout. Il y a deux femmes qui ont exactement le même taux d'oestrogène et progestérone. Il y en a une qui va être au bout de sa vie, souffrir de bouffées de chaleur, et l'autre qui va se porter comme un charme. Donc il ne faut pas se fier trop à ça, il faut vraiment se connecter, comme le dit Céline dans son livre, à son corps, ressentir, apprendre sur soi, sa biochimie, son métabolisme. Et alors, tu sais qu'il existe un test dont je n'ai plus le nom en Oui, tête, euh, prochainement. qui montre que on peut le voir au niveau génétique Mhm. comment une femme métabolise ses oestrogènes et que effectivement nous ne sommes pas toutes égales devant cette métabolisation. Ce qui explique qu'à chaque femme il y a une ménopause qui va être différente. Tout à fait. Et c'est très intéressant parce que c'est des tests aussi qui peuvent expliquer aussi des niveaux de risque. On a beaucoup parlé avec Céline Ovette, qui est très spécialisée dans les oestrogènes, parce que vraiment, selon notre Ouais, métabolisme des oestrogènes, on peut voir les choses très différemment. Des femmes qui ont tendance à avoir une dominance oestrogénique vont très mal supporter la bière ou des aliments très ouais, hyper-oestrogéniques, comme le soja, la bière ou autre. Donc, ouais, et ouais. encore, ça dépend aussi du microbiome. Donc, vraiment, il y a rien de mieux à faire que finalement rentrer en connexion avec soi, s'observer, observer ses cycles, faire quelques tests, éventuellement parler du test sanguin, Mmh, du test TMA mmh. dont on a parlé. Qu'est-ce que tu penses du test autour des métaux lourds? Moi, je suis plus partagée là-dessus. On en entend pas mal parler. Euh, Bah, alors, je sais pas celui auquel tu penses, mais par exemple le HTMA, mhm, qui est donc donc le test sur les cheveux, il nous montre aussi notre quantité de métaux lourds. Euh, de toute façon, on en a tous, hein, je crois que nous sommes oui, toutes exposées à ça. euh, Maintenant, ça demande d'être, par exemple, si on a envie d'entreprendre comment dire, une évacuation de ces métaux lourds, ça demande déjà d'avoir bien être nickel à tous les endroits du système digestif dont je t'ai parlé et au niveau de tous nos systèmes d'évacuation, parce que ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement épuisant. Donc, moi, je dis que ça arrive dans un mm, deuxième temps. Ça peut être intéressant, mais dans un deuxième dans temps. tous les cas, on parle Il faut pas faire n'importe quoi. tout à fait. Mais parce que il faudrait pas que ça rentre en circulation. Si on commence à les mobiliser, Mm, euh, mm.
ça, c'est vraiment quelque chose de plus délicat à manier. Complètement. Ouais. Et puis, je pense que, tu vois, nous sommes, en tant qu'être humain, on a eu à nous adapter beaucoup à notre environnement. Notre environnement a évolué beaucoup plus vite que notre capacité à nous adapter. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées, fatigables, avec des systèmes digestifs quand même Deux phénomènes, pas. trois phénomènes, j'ai envie de dire, qui sont clairement identifiés, qui pour moi sont majeurs. Il y a évidemment l'alimentation Ouais, déjà qui contient on ne sait pas très bien le chiffrer, mais on sait qu'une pomme aujourd'hui est moins nutritive en général, a un carrément, spectre ouais, oui. de nutriments moins large qu'une pomme il y a 100 ans. Voilà, il y a l'épuisement des sols, il y a les pesticides, enfin, il y a beaucoup de choses. On est soumis à beaucoup plus de pollution en général, on le sait, niveau Mm. perturbateurs endocriniens, xénostrogènes, etc. Et puis il y a aussi, euh, au-delà du stress aussi, il y a aussi cette partie microbiote hein, qui a beaucoup souffert. On a vu une perte de qualité du microbiote aussi sur plusieurs années. Et il y a un manque terrible de consommation de fibres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les dernières études qui sont parues sur l'alimentation, on consommerait même pas la moitié des fibres journalières. Et c'est aussi lié à cette alimentation plus transformée. C'est assez simple de rajouter des fibres au menu et c'est vraiment crucial. Les fibres, je rappelle, c'est des prébiotiques. Donc ça sert à nourrir les bonnes Mm. bactéries. Très important d'en rajouter. Et puis ça permet un bon transit aussi, à condition de boire suffisamment d'eau. Et tu sais, tu parlais de la pomme. Moi, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais les fruits aujourd'hui, ils sont surdimensionnés. C'est-à-dire que même en bio, il faut savoir que beaucoup de fruits que nous mangeons aujourd'hui sont issus d'une transformation. C'est-à-dire que c'est plus le fruit. Enfin, en tout cas, moi, j'ai grandi à la campagne. La pomme, j'ai jamais vu des pommes qui faisaient, moi j'exagère, mais Oui, qui étaient énormes. Elles sont dans les arbres, elles sont petites. On en mange trois en quatre bouchées, elle est terminée. Et là, quand je vais au marché, même quand c'est le marché bio, je dis, mais vous n'avez pas des fruits plus petits? Parce que, en fait, donc ils sont plus gorgés aussi de sucre. Donc non seulement ils sont appauvris, comme tu le dis, parce que les sols sont appauvris, qu'il y a plus de pesticides, et puis on tire trop sur la terre de toute façon, ça c'est une certitude. Mais en plus, ils ont été croisés pour être plus gros, plus juteux et contenant plus de sucre. Donc moi, quand tu parles des fibres, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je privilégie vraiment les fibres qui viennent des légumes ouais, ouais. plutôt que les fibres qui viennent du sucre, qui viennent des fruits. Et puis aussi, Et comme tu le dis, il faut en rajouter. De toute façon, il n'y a pas l'assiette. Quand on arrive à la ménopause, elle doit être constituée de fibres, de bons gras et de protéines. voilà, les bons gras, Les j'allais fa- dire. Mais oui, et les femmes, de manière générale, manquent de protéines. On mange pas assez de protéines parce que Et les pour protéines avoir notre végétales quantité de existent, hein, je redis, attention, les protéines, c'est vraiment, il y a beaucoup de protéines végétales très intéressantes en assimilation, hein. très Les... intéressantes, si ce n'est que parfois elles ont un index glycémique plus élevé. Donc c'est ça aussi, il faut jouer avec son assiette de manière à lisser la glycémie parce que c'est aussi un des phénomènes que l'on rencontre à l'arrivée de la ménopause quand finalement il y a eu une alimentation un peu déséquilibrée pendant tant d'années. Euh, le métabolisme il réagit plus de la même manière et c'est très intéressant et très important de tendre à lisser notre glycémie sur la journée. Et Donc les protéines végétales sont hyper intéressantes mais à bien manger avec des légumes. Voilà, ça, c'est hyper important de bien les mettre avec des fibres. Parce que quand tu parles ça va. aux édulcorants, hein, très attention aux édulcorants parce que là, pour le coup, non seulement ça trompe l'organisme, donc c'est délétère, et en plus, ça abîme beaucoup le microbiote. Il y a beaucoup d'édulcorants qui abîment le microbiote. Donc, fuyez les produits faussement sucrés. Complètement. Puisque c'est de l'insuline dont on parle, en fait, ça l'amène à être sécrétée parce qu'on reconnaît, mais elle reconnaît rien, en fait. Et donc, de se retrouver constamment avec, de remettre en route cette insuline, c'est ce qui vient vraiment aussi perturber tout le métabolisme. Donc, il y a des choses vraiment très simples pour moi, c'est de commencer, parce que très souvent en France, on commence par le petit déjeuner avec le pain à la confiture. Enfin, je sais pas pour toi, moi plus du tout, ça fait longtemps, mais en tout cas de commencer par un petit déjeuner à base de protéines, Un œuf, va par exemple. un œuf, une tranche de truite fumée, un avocat. Après, bon, pour les plus ambitieuses, pourquoi pas des anchois, des sardines. C'est tout à fait faisable. Et ça va venir. Moi, j'invite vraiment à le tester parce qu'il faut le tester pour. On a beaucoup. Encore une fois, je parle beaucoup d'expérimentation dans mon ouvrage. Il faut vraiment le tester pour voir ce que ça fait. Mais c'est de commencer par des protéines et des fibres au petit déjeuner.
et ça vient caler tout de suite la journée. Et ça, Pas de coup de parce que si on commence, matinée. il n'y a pas de coup de pompe. Et si on commence par beaucoup de sucre, en fait, ça vient nous mettre notre besoin en niveau de sucre pour la journée. Donc, commençons déjà par quelque chose qui va moins nous tenter par le sucre, quitte à en prendre un petit peu après. Mais vraiment de commencer par un petit déjeuner à base de protéines, c'est très intéressant quand on est dans cette période de périménopause et de ménopause et même après. Ça Ouais, le entretient la sucre, forme aussi, ça entretient l'énergie, ça redonne de l'énergie. tout à fait. Alors que le sucre donne une énergie très artificielle et puis attention aussi, je le dis souvent, mais attention aux excitants. On ne tolère plus du tout les excitants de la même Alors, manière. Femmes qui ont des témoignages en disant bah, finalement, bah, maintenant, dès que je prends un verre d'alcool, ça me donne une bouffée de chaleur ou une sueur nocturne. Le café que j'ai très bien toléré tous les jours de ma vie pendant 20 ans, et ben en fait, je commence à plus le tolérer de la même manière. Oui, des choses changent, on passe à un nouvel état d'équilibre. Donc c'est là où il faut s'observer et puis voir ce qui va mieux. Et le café peut passer mieux sous forme de chicorée, quand on rajoute des fibres. Enfin, il y a plein de solutions alternatives, mais il faut prendre le temps de s'observer. oui, surtout que, en plus, ce qui est vrai à un instant T ne le sera peut-être plus Et un an ou 2 ans plus tard. Et concernant l'alcool, moi, c'est très intéressant parce que je, moi, j'aimais bien boire un bon verre de vin. euh, et, mais là, j'ai en fait arrêté complètement depuis maintenant presque 2 ans. Non, 4 ans. C'était 2021, ma décision radicale d'arrêter. Donc, ça va faire 3 ans. Euh, parce que d'abord, ça m'empêchait de dormir complètement. ouais. Et puis, je sentais que je m'empoisonnais, en fait. J'aimerais bien, en fait, pouvoir boire un verre de temps en temps et que ça passe bien. Mais en fait, je sentais que ça m'empoisonnait. Et, et je sais que c'est une des choses, pour beaucoup de femmes, euh, et là, on n'est pas du tout dans de l'alcoolisme, hein, Mm. où c'est difficile à lâcher parce que c'est vrai que c'est sympa. Mm. Un verre de vin Et de en temps en temps, c'est fait, très ça peut agréable, voilà. calmer le système nerveux, parce que ça peut être Mais décontractant c'est carrément et préparer. décontractant, bien sûr. Et moi, j'ai une cliente qui m'a apporté ce témoignage la semaine dernière que elle avait décidé là d'arrêter parce qu'elle avait continué de garder l'alcool et que ça avait changé sa vie. Mm. Elle dormait mieux, elle avait moins de bouffées de chaleur, et elle se Exactement. sentait avec une meilleure énergie. Donc, l'alcool, de toute façon, ça reste, même si ça apporte du plaisir, ça reste un toxique. Voilà, c'est partie des toxiques qu'on peut éviter. Mm. Euh, mais c'est vraiment un choix, je vois pour beaucoup de femmes, c'est pas facile c'est pas facile de l'arrêter. Et puis il y en a où ça continue à bien passer, hein. Je dis, c'est vraiment Et propre à puis chaque. il y en a. Bon, bah écoute, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. En tout cas, moi, je trouve ça voilà, très non, je vous recommande vivement ce livre. Donc, je rappelle qu'il sera voilà, gagné en commentaire. J'aime beaucoup parce qu'on sent que tu t'es inspiré. Tu parlais de médecine chinoise tout à l'heure avec le shiatsu, mais tu as aussi fait un petit stage en Inde. Euh, et résultat, je trouve que tu as vraiment voilà, une vision extrêmement complète. C'est plus une expérience de vie avec voilà, une sagesse sur plein de symboles, de connexion à soi, en fait, que tu nous rappelles dedans. Donc, c'est une approche qui est vraiment très pragmatique et presque Et, unité, je trouve. oui. Et ce que je pourrais rajouter, moi, s'il y a un point que chaque femme peut déjà commencer à observer, c'est toutes ces injonctions et attentes qui sont sur elle. Et comment se dire, tiens, mais est-ce que ça, c'est vraiment moi qui en ai envie ou pas? Est-ce que ce qui est dit là ou pas de moi, j'ai envie de le prendre pour moi ou pas? Et ça, c'est des choses qu'on peut faire. À la limite, déjà, on commence par ça. D'abord, ça active notre curiosité et c'est juste hyper intéressant. Parce qu'après, on voit tous les travers de notre société sur les Oui, et femmes. puis Et c'est très drôle. C'est drôle. En fait, faut pas le faire. prendre. Bon, au départ, ça m'a beaucoup énervé. Maintenant, je le prends sur le ton de l'humour. Et je me dis, mais vraiment. Donc, et je répète toujours que nous sommes la société et que nous avons, nous aussi, à montrer autre chose et à montrer que nous pouvons exister avec notre préménopause, avec notre ménopause et que ça va bien se passer. Mais tu sais, tu parles des injonctions, ça m'a même été hommes et femmes aussi, hein. Les hommes, on en parle peu, mais ils ont aussi beaucoup d'injonctions. Et je pense qu'on gagne tout à nous à se reconnecter à la fois à notre féminité et notre masculinité, et vice-versa pour les hommes. Il y a vraiment quelque chose d'assez marquant aujourd'hui sur voilà, ce côté, cette approche patriarcale qui vaut autant nuit aux hommes qu'aux femmes, je Mm. pense. In fine. Alors, je vais répondre à une question qui est très intéressante. C'est, on me demande ce que je prends
quand je suis à un apéro. Ah oui. Alors, ce que je prends quand je suis à un apéro, euh, quand j'ai pas trop le choix, en fait, souvent, parce que là, j'essaye de me remémorer les derniers apéros où je suis allée, je passe au large des jus de fruits. Hein. Faut surtout pas les jus de fruits, ça c'est pas bon du tout. C'est plein de sucre et souvent ils sont pas de très bonne qualité. Mais moi, ce que j'aime bien prendre, il m'arrive encore de boire une gorgée de champagne. Mais quand je bois pas d'alcool, je prends souvent maintenant il y a les gens ont ce qu'on appelle le ginger, c'est-à-dire si on aime le gingembre, il y a du gingembre en Jimber. concentré avec de l'eau pétillante. Moi, je trouve ça délicieux. Ou je demande de rajouter de la menthe ou du citron. Et alors, quand je suis chez moi, j'ai acheté un flacon sans alcool. Je pourrais mettre le nom si ça vous intéresse. Il y a deux parfums. Il y en a un que j'adore, qui est un peu à base de gentiane. Et je rajoute, je fais donc un flacon je mettrai en commentaire le nom, parce que c'est délicieux. Donc un flacon de ça, un demi-flacon d'un vinaigre de cidre que j'ai fabriqué moi-même et un peu de limonade. Et alors là, ça c'est délicieux. Moi, à la limite, je préfère ça de l'alcool. Sinon, ça peut être le kombucha si vous êtes chez vous. Et alors, il existe un kombucha rosé que vous pouvez mettre. Moi, je bois toujours dans des super verres. Hein. C'est-à-dire, c'est pas parce que je bois pas d'alcool que je prends pas la magnifique coupe à champagne. Je prends des super verres. Donc, je peux mettre mon kombucha rosé dans une coupe à champagne. Moi, c'est beaucoup ça. Ça peut être le kéfir, le kombucha, ou bien alors ce fameux cocktail que je me prépare moi-même, ou alors l'eau pétillante avec du ginger. Et en fait, c'est vraiment une habitude. Parce que moi aussi, au début, je me suis dit, bon mince, surtout quand nous sommes dans une société où l'apéro, quand je dis que je prends pas d'alcool, on me dit, oh, ouais, t'es pas drôle. Mais, comme si il fallait boire pour être drôle. Donc, il y a vraiment toute une éducation, une pédagogie à faire. Dire, ouais, je peux être très drôle en buvant aussi pas d'alcool. Et, et c'est là où ben, toutes les attentes et les injonctions que la société nous renvoie, ça peut être aussi dans le cercle proche et tout simplement expliquer. Et maintenant, je dis, ben non, moi, ça m'empêche de dormir. J'ai pas du tout envie Non, puis de me retrouver avec c'est le beaucoup lendemain pas pouvoir rien faire. de cocktails sans alcool. Moi, j'ai des super copines entrepreneuses qui développent ça. Il y a la vie, il y a l'alchimiste, Et, et comme des vins sans alcool, des Jimber, comme tu notais, JNPR. Enfin, on mettra des noms en commentaire. exactement. Mais Tu pourras les mettre en commentaire parce que moi, je trouve que c'est des excellentes alternatives. C'est délicieux. mm, Et franchement, je vois en fait, on se sépare de l'alcool quand on a plus de désagréments que de mm, plaisir. Tant qu'on a plus de plaisir à boire que de désagréments, c'est difficile d'arrêter. Mais quand il y a plus de désagréments que de plaisir, ça devient très facile. Et moi, j'en étais là, c'est-à-dire que j'avais voilà, tous les désagréments en lien avec l'alcool, et puis je ressentais même des débuts d'hypertension artérielle. C'est-à-dire j'avais mal à la tête, je commençais à saigner du nez, des palpitations. Et ce jour-là, j'ai dit non, stop, ça passera pas par moi. Donc c'est pour ça que j'ai eu une décision radicale, c'est que c'est venu impacter ma santé en fait directement. Et, et d'ailleurs, c'est comme pour tout, hein, on commence à bouger quand ce qui nous faisait plaisir ou ce qui nous faisait du bien, eh bien, ça rentre dans la case plus d'inconfort que de plaisir. Je bon, sais bah, pas s'il y a d'autres questions. en tout cas, Non. n'hésitez pas à poser vos questions même après, parce que de toute façon, on va poster le replay sur nos comptes, donc vous pourrez tout à fait poser vos questions, puis on y répondra avec plaisir. Et puis voilà, je vous recommande voilà, une dernière fois ce livre. Je vous rappelle que voilà, si vous laissez des commentaires ou des questions, on tirera au sort dans une semaine à 10 jours. Voilà, quelqu'un qui gagnera le livre de Pascaline, donc Ménopause, Métamorphose, un livre super bienveillant pour les femmes en général et qui Mm. sur la ménopause. Et puis voilà, nous, on vous offre avec plaisir un duo de compléments alimentaires à tester pour des femmes qui souffriraient potentiellement d'inconfort pendant cette période un peu challengeante pour l'organisme, même si c'est pas le lot de toutes Mm. et qu'on peut très bien la vivre en Ouais. le terrain. Voilà. Et En tout bien, cas, merci beaucoup, Caroline. Merci infiniment et merci à toutes les personnes qui étaient là et à celles qui regarderont le replay. un Merci beaucoup. mantra d'inspiration pour la fin, en ce début d'année, une phrase qui t'a guidée. Ah, moi, une phrase qui m'a guidée. Attends, j'en ai plusieurs. J'aurais dû la préparer. Moi, c'est vraiment, en fait, ce qui me guide aujourd'hui, c'est que je me dis que tout est possible. Et ce qui m'a, bon, après, tu as vraiment envie que je reparte sur quelque chose? Moi, ce qui me guide, c'est que, alors, ce qui m'a guidée, pourquoi? Non, la raison pour laquelle j'en suis là aujourd'hui, parce que ça n'a pas toujours été le cas, c'est le jour où j'ai compris l'épigénétique. Tu vois, je t'avais dit.
Et que donc de comprendre que finalement la vie c'était 360 degrés Mm. et que j'avais une influence sur tout ce que je mettais en place dans ma vie. Donc c'est qu'est-ce qui n'est pas possible. Et tant que je sais pas si c'est pas possible, bah, j'essaye. Ouais, tout à fait d'accord. Mais tu sais, moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre cette influence sur les hormones. Pour moi, c'était un truc qui était médical, qui était complètement délégué de son corps, hein. Quand on prend la pilule, on a un Mm. peu ce sentiment. Et quand je me suis rendu compte en question des gens que bah, ça dépendait à plus de 2 tiers de notre équilibre de vie, au-delà de la Ouais. génétique et tout, je me suis dit, mais en fait, c'est dingue. Mm. On prend des sujets pour des choses extérieures à nous, médicales, alors qu'en fait, on a une action, une puissance dessus à redécouvrir qui est fantastique. Et ça, voilà, ça pour moi c'est hyper important parce que scientifiquement c'est Ouais. prouvé que on a une action sur nous, sur notre corps et sur tout ce qu'on peut mettre en place. Et mon livre, il est vraiment le reflet de ça. C'est-à-dire que je ne propose que des choses qui peuvent être mises en place là tout de suite, maintenant, dès que vous l'avez entre les mains. Bon, bah, mesdames, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Reprenez le pouvoir sur votre corps et votre vie. On est bien d'accord là-dessus. Merci beaucoup, Caroline. Merci à toutes. À À bientôt. bientôt. Merci.